Bonjour Maxime Erkoutchenko. Comment ça va, Sam? Bah super bien, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Plaisir de te revoir. Moi j'aime bien papoter avec toi parce que tu as toujours beaucoup de recul, un avis généralement pertinent sur beaucoup de sujets, donc c'est toujours très agréable. C'est agréable que tu dis ça, honnêtement. Maxime, on t'a tous connu, c'était dans The Circle France sur Netflix. Ça commence à dater maintenant. Hein. Et oui, mais c'est que Le tu temps commences passe vite. à être un ancien maintenant. Ensuite, tu as enchaîné avec La Bataille des Coupes saison 3, puis Les Apprentis Aventuriers saison 6, puis la première saison des 50, et c'est la première fois que je te reçois tout seul. C'est vrai. Valéria n'a pas pu venir aujourd'hui. Valéria n'a pas pu venir. Valéria, tu nous regardes, j'en suis sûr. On t'envoie plein de baisers. Maxime, j'ai appris, et je ne le savais pas, que tu as fait 125 kilos. Oula, effectivement, tu as totalement raison. Tu abordes les sujets qui sont vrais, qui sont justes. J'ai fait 125 kilos il y a maintenant, je vais te dire, on a tourné The Circle avant. C'était avant The Circle, c'était peut-être 1 an et demi avant The Circle. Ça doit faire maintenant 6 ans. 6 ans. C'était les 3 premières années avec Val. Je pense que le temps que le couple se mette en place, on a tendance à dire que le garçon prend du poids. Bah, ça s'est bien ressenti sur moi. Parce que tu étais heureux. Heureux, un peu trop heureux, je pense. Je forçais énormément sur la nourriture. Et on avait également chaque été avec Val, on partait en Ukraine pour voir la famille, pour passer du bon temps, pour profiter. Et c'est vrai que là-bas, on mange. On boit beaucoup et c'est limite, sans exagération, une bouteille de vodka au petit déjeuner, quoi. C'est on trinque avec tout le monde, c'est on boit, on est content de revoir tout le monde. Il y a un autre ami qui revient, allez, on reboit pour lui, pour sa mère, pour sa femme, etc. Et on s'arrête pas. Et surtout, j'ai les anniversaires de mes petits frères qui tombent en plein été, donc on est tous en famille là-bas. Parce que généralement, tu tournes à quel poids ? Alors moi, mon poids idéal, c'est 90 kg. Je suis grand, je fais 1m98. Mon poids idéal, c'est 90 kg. Mais ce poids-là, je l'avais, je pense que quand j'avais 14-15 ans. Après, je me suis laissé aller, j'ai arrêté le sport, je jouais au basket à haut niveau. Et dès que j'ai coupé, j'ai pris énormément de poids. Ensuite, avec Val, on a instauré un rythme peut-être pas super bon, on va dire au point de vue alimentaire. Et j'ai rapidement accumulé les kilos. Ça veut dire qu'avant The Circle France, tu avais, selon toi, 35 kilos de trop par rapport à ton poids de course, quoi. Facile, je le sentais. J'avais les articulations, j'avais mal, j'avais arrêté le sport, j'avais beaucoup de stress, j'avais une situation qui n'était pas stable. Il y avait beaucoup de facteurs autour de moi qui ne privilégiaient pas ma santé physique, alors que la santé physique, c'est le moteur de chaque personne et elle doit vraiment consacrer du temps à s'occuper de soi. Comment tu le vivais vis-à-vis de ton image? Mal. Je le vivais, honnêtement, je le vivais mal parce que le reflet dans la glace ne me plaisait plus. Alors, je suis quelqu'un qui a, je pense, suffisamment confiance en moi et j'arrivais à un stade où je me regarde et je ne me plais pas physiquement. Et j'ai dit à Val, quand j'ai perdu du poids, je dis, mais on regarde, on se remémore les anciennes photos et on voit, j'ai les joues, je suis énorme. Je t'enverrai des photos, tu pourras le montrer. Et je disais à Val, mais comment toi, t'as laissé me mettre dans un état comme ça, quoi. Comment tu as pu voir cette accumulation? T'aurais aimé qu'elle te le dise, qu'elle te dise, attention Maxime, je trouve que tu as pris un peu de poids. Ouais, mais elle me dit, je le voyais pas en fait, dans le sens où c'est quand on voit un enfant grandir, on voit pas l'enfant grandir. C'est vrai que mes amis, quand ils me renvoyaient 1 mois ou 2 mois après, ils disent, oh Maxime, faut que tu arrêtes la bidoche, faut que tu arrêtes de boire du vin, je sais pas. Même si je suis pas un grand buveur, mais il fallait que je me contrôle. Et qu'est-ce que tu as fait pour perdre tout ce poids? Alors, ça a commencé avec The Circle. Ça veut dire que j'ai appris que j'ai été sélectionné pour faire cette émission-là. Pour moi, c'était un rêve d'enfant de faire de la télé. C'était plus un rêve personnel, un espèce d'accomplissement personnel plutôt qu'autre chose. Et cet univers-là m'attire énormément. Et donc, quand j'ai su qu'il y a des millions de personnes qui allaient me voir à l'écran, parce que Netflix, ça reste des millions de personnes qui nous regardent, je me suis dit, non, tu peux pas aller avec 125 kilos. Enfin, putain, tu t'aimes, tu te respectes. Il faut que tu envoies la salle de sport, il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'avais un délai de temps qui était très minime, j'ai réussi à perdre une quinzaine de kilos avant le tournage. J'étais à 125, partir à Manchester pour The Circle, je suis descendu à 96, 98 kilos. Donc j'étais déjà relativement content. Et aujourd'hui? Je suis descendu. Pour la bataille des coupes, je me suis vraiment conditionné. J'ai pris un entraîneur sportif qui s'appelle Nicolas, qui m'a
purement transformé, il a transformé mon alimentation, il a transformé beaucoup de choses et il m'a vraiment donné cette discipline dans le sport. Je suis descendu à 85 kilos. Donc sur une période de 2 ans, j'ai quand même perdu une quarantaine de kilos. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont en surpoids? Je pense honnêtement que c'est un travail avec soi-même. Déjà, si on accumule les kilos, je pense qu'il y a un problème qui est intérieur. On n'a pas le droit de se laisser aller parce que notre corps, c'est notre moteur. Si le corps ne suit plus, on ne suit plus. C'est quelque chose qui est indéniable. Il faut prendre soin de son corps. Et les gens qui traversent une prise de poids, ça veut dire qu'il faut déjà que dans leur tête, ils aillent mieux. Parce que tout part de la tête. Je suis un inconditionnel croyant du fait que toutes les maladies partent du point de vue neurologique. Si on n'est pas bien dans la tête, derrière, il y a des maladies qui vont se générer. C'est mon point de vue et j'en suis persuadé. Pourquoi je te dis ça? Mes parents, ils ont divorcé. J'avais 16 ans. Ma mère l'a très mal vécu. Ma mère était une femme en très bonne santé. Elle a eu un choc psychologique, traumatique, parce que c'est 25 ans d'amour avec mon père. Et elle a eu un cancer. Et j'ai tout de suite fait le parallèle en disant, là, psychologiquement, elle était tellement ravagée que la maladie, elle a su dominer une personne. Alors, il y a des maladies qui sont génétiques, il y a plein de choses, mais je pars du principe que si on n'est pas bien dans notre tête, les maladies ont plus de chances à apparaître que si on est bien dans notre tête. C'est pareil pour la prise de poids. Si on est bien mentalement, je pense que le corps suit. Et si on accumule les kilos, c'est qu'il faut essayer de faire un combat psychologique avec soi-même. L'obésité, ça peut être dans les gènes aussi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui accumule plus rapidement des kilos que mes amis. Donc, c'est vrai que si on accumule et on se laisse aller, c'est un problème avec soi-même. Maintenant, non, de là à dire que... comment dire, je suis un fervent défenseur que tout est possible dans cette vie. Ça veut dire que si on fait 100 kilos, 200 kilos et qu'on se fixe un objectif et qu'on se réveille tous les matins et qu'on se fixe de la discipline et des règles, on peut réussir à tout faire. Je suis un fervent défenseur de ça. C'est Raph, tu es toujours très ami avec Raph. Hein, très ami. Qui me disait, et qui le dit lui-même sur ses lives, hein, il s'auto-défonce hein, quelque part pour parler un petit peu vulgairement. Il dit, ouais, je fais 105 kilos ou je sais plus combien, je suis devenu un gros porc. Qu'est-ce que tu lui dis Ouais, qu'est-ce que tu lui dis par rapport au discours? Alors là, c'est complètement différent parce que Raph, il a eu une période très dure. Il était en grande dépression. Il en a parlé. Il a eu une énorme dépression. Il a eu des problèmes financiers. Il s'est confié à moi. J'ai essayé, avec mes mots, de lui redonner un espèce de dynamisme. Aujourd'hui, il a pris ses kilos parce qu'il savoure la vie. Aujourd'hui, il n'a plus cette dépression. Ça veut dire qu'il prend tellement de plaisir à avoir remonté cette pente qu'il se dit « Putain, je kiffe tellement que je m'engraisse, c'est pas grave. » En grosso modo, la prochaine étape, c'est prendre conscience qu'il s'est engraissé et que derrière, il lie le plaisir qu'il fait sur ses lives TikTok, etc. avec le plaisir de prendre soin de lui et de son corps. Parce que lui aussi, il le sait. Hein, il est un peu comme toi, il est hypochondriaque. Ah, je savais pas. Ah, Raph, c'est un grand hypochondriaque. Hein. Il faudrait que j'en parle avec lui. Totalement. Lui, il est un petit peu parano là-dessus. Et c'est vrai que je pense que sa prochaine étape, ça va être se motiver et reprendre le foot, aller au sport. Et voilà. Mais il a eu cette grosse partie de dépression. Ça change la directive d'une amitié quand l'un des deux traverse une dépression? Je pense qu'il faut être là. Maintenant, est-ce que j'ai assez été là ou pas? C'est que lui qui peut en juger. Quand j'ai senti qu'il n'était pas bien, j'ai essayé de lui envoyer des facteurs en disant « Écoute, ce que tu vis, c'est pas la fin du monde. Il faut juste que tu arrives à te ressaisir. » Et la force dans tout ça, c'est qu'il a réussi. Aujourd'hui, il a réussi à passer au-dessus de cette dépression. C'est là-dessus que je vois le respect et la force de détermination. Il ne s'est pas laissé le choix. Il est arrivé tellement bas qu'il s'est dit là, si je continue, qu'est-ce que je fais? Et il a su rebondir. Et c'est ça que j'apprécie, c'est ça que je trouve formidable chez Raph, c'est qu'il a plein de défauts, il a énormément de qualités, mais il l'a jamais. Il l'a jamais. C'est ça qui est beau. Valéria et toi, vous connaissiez Tiffany? Bien sûr. Vous étiez amis aussi avec Tiffany? Bien sûr qu'on était amis avec elle. C'est sûr que nous, on les fréquentait quand ils étaient avec Raphaël. Je pense que le fait que Tiffany, elle soit enceinte, bien évidemment, ça a dû l'impacter. Il est humain, Raph. Il a vu la femme qu'il a aimée, avec qui il a passé du temps, enceinte de quelqu'un d'autre que lui. Ouais, cet enfant, ça aurait pu être le sien. Donc, je peux le concevoir. Je me suis pas mis réellement à sa place, je peux pas le vivre, mais je peux le concevoir à 100%. Vous êtes resté en contact avec Tiffany? Beaucoup moins, parce que ce que j'apprécie avec Tiff, c'est que sa vie privée, c'est sa vie privée. Elle laisse rentrer que les gens proches dans sa vie privée. Et ce que je trouve ça formidable, parce qu'aujourd'hui, elle a réussi à distinguer le public, ce qu'elle veut montrer aux personnes, et l'intime. Ça veut dire que
jusqu'à qu'elle tombe enceinte, on ne savait pas qu'elle était en couple, ou très peu, elle ne le montrait pas. Son ventre, on n'a pas vu l'évolution. Elle a fait les choses au même titre que nous. Je pense que nous et Val, on fera quasiment la même chose. Mais elle a vraiment préservé son petit ami, son chéri, son futur mari des réseaux sociaux. C'est vrai que Valérie et toi, vous êtes relativement discrets sur votre vie de couple, sur votre vie privée. Alors vous faites des émissions ensemble, vous vous êtes déjà montré bien sûr en interview ensemble, mais par contre vous ne montrez pas, vous ne parlez pas de vos disputes, vous ne parlez pas de vos problèmes. Alors pour être totalement transparent et franc avec toi, on se dispute très rarement avec Val. Dieu merci, j'ai trouvé une personne avec qui on se comprend énormément et on pense que notre vie privée, déjà, c'est notre cocon d'intimité. On n'a aucun besoin de le manifester auprès des autres. Peut-être d'autres personnes ont besoin de le manifester, que ce soit pour le business ou que ce soit simplement une revanche de la vie. Ils ont tellement engendré et accumulé en eux que finalement, les réseaux, ça leur permet d'exprimer et de ne pas contenir. Nous, on est plus introvertis sur ce point-là avec Val. On préfère que les problèmes ou les bonnes nouvelles restent plus à l'intérieur de notre cocon. Et c'est un choix, c'est un choix. Et puis moi, je ne me vois pas me réveiller et prendre le téléphone et dire aujourd'hui, je vais manger des bananes, des noix de coco et je vais partir au travail. Ma vie n'est pas passionnante. Moi, je suis au bureau, je travaille. Je veux dire, à part filmer mon trajet de la maison jusqu'au bureau, du bureau, et les clients et tout le reste, je ne me vois pas faire ça au quotidien, au même titre que Val. Val le fait un peu plus parce que son travail, il est passionnant. Elle travaille avec des pierres précieuses, des trucs qui font rêver, des trucs qui tapent à l'œil et c'est une profession et un métier qu'elle adore, mais je pense qu'il faut qu'on protège notre vie privée. Alors vous avez parlé, vous vous êtes confié dans une interview du Figaro, vous avez fait une rare confidence, vous avez répondu à une question sur le projet d'avoir un enfant, vous avez dit je suis prêt, enfin tu as dit Maxime je suis prêt mais c'est à Valéria de décider du bon moment. Je voulais savoir si c'était quelque chose dont tu étais au courant, une discussion que vous aviez déjà eue depuis le début de votre rencontre ou si c'est par la suite que tu as appris que Valéria ne se sentait pas prête à devenir mère. Tu sais, ça fait maintenant presque 9 ans qu'on va être avec Val. Ça fait 4 ans qu'on est mariés et si tu regardes, si tu fais le parallèle, parce que le parallèle je le fais dans ton émission, les autres candidats de télé-réalité, très rapidement ils ont des enfants, enfin très rapidement après 1 an, 2 ans, des couples qui marchent, des couples qui ne durent pas. Nous on prend le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui je sais que j'ai trouvé l'âme sœur et je pense qu'elle sait qu'elle a trouvé l'âme frère. Je ne sais pas si ça se dit mais je le dis. Et effectivement, en fait, c'est compliqué ce sujet parce qu'on idéalise toujours une situation pour nos enfants. Moi, j'ai toujours envie d'apporter le meilleur pour mes enfants. Donc je me dis cette année, bon l'année prochaine je vais encore faire mieux, je vais pouvoir encore plus apporter à un enfant qui finalement n'existe pas. Et mon père m'a dit une chose très importante, il m'a dit écoute ça sert à rien de penser à ta situation financière, ça sert à rien de penser à qu'est-ce que tu auras demain ou qu'est-ce que ça va être demain. Il faut que tu profites de l'instant présent et tu vas grandir avec cet enfant et tu vas lui apporter des valeurs. Tout ça, ça va évoluer. N'attends pas une situation parfaite que peut-être tu n'atteindras jamais au risque de passer à côté de ça. Et c'est ce qu'on s'est dit récemment, il y a maintenant 2 mois. Et je pense que 2024 va être notre année. Je pense. C'est-à-dire que vous êtes prêts, vous en avez parlé. Ouais. Je pense que 2024. À devenir parent. Ouais, je pense qu'on est prêt, on a la maturité, on sait ce qu'on va inculquer à nos enfants. Et on a surtout l'envie. Parce qu'en fait, si j'essaie de paraphraser un petit peu ton discours, ce que je comprends, c'est que à force de te dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça va être le bon moment, j'attends le bon moment, j'attends la meilleure situation, est-ce qu'en fait, le bon moment, la meilleure situation… Elle n'existe pas. Voilà. Elle n'existe pas. Mais que ça soit pour notre cas, pour le cas de n'importe qui, elle n'existe pas. Un peu comme la vérité. La vérité absolue, elle n'existe pas. Si tu attends la vérité absolue, tu l'obtiendras peut-être jamais. C'est une question de point de vue aussi. C'est pareil. Il y a bien sûr de perception, d'environnement, d'éducation. Exact. Et donc ça veut dire que c'est mûrement réfléchi. Totalement. On a vraiment pris le choix. On sait qu'on est prêt. Là où je sais qu'on est prêt et on sait qu'on va apporter le meilleur. Et puis, oui, on n'a pas la meilleure situation financière. Bon, attention, on n'est absolument pas à te plaindre, mais on veut toujours plus. Je suis quelqu'un, je veux toujours plus dans la vie. Et je me dis l'année prochaine, ça va être mieux, je vais pouvoir faire ci, ça. Et finalement, non, il faut mettre le ballon dans le but, quoi. Tu sais quel genre de père tu seras, enfin, t'imagines ? Alors moi j'ai une relation fusionnelle avec mon papa, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, on se parle énormément, on se dit je t'aime tous les jours. Ce qui est rare, hein. Ce qui est très rare. J'ai beaucoup d'amis à moi qui n'ont jamais dit je t'aime à leur papa et je trouve ça vraiment fou. On parle de pudeur. Ouais, mais je trouve que l'éducation qu'a donné mon père, elle est formidable. Il a réussi à faire de moi une vraie pâte à modeler. C'est-à-dire qu'il m'a modulé à son image.
mais sans me faire penser que c'est lui qui m'éduque. En gros, il m'a forgé tout seul. C'est fais des bêtises, tu vas tirer toi-même des conclusions. Et si tu dévies dans les conclusions que tu vas t'en tirer toi-même, eh bien, je vais t'aiguiller. C'était plus ça, son approche et son discours. Et qu'est-ce qu'on disait? Quel genre de père tu serais? Je pense que je serais le même que le mien. Je pense que je serais le même, attendrissant, mettant les enfants toujours en priorité. Dur aussi, dur quand il faut être dur, mais quand c'est justifié. Il n'a jamais levé la main sur moi, il n'a jamais levé la main sur personne de ma famille. Mais je pense que je serais... Et j'ai envie d'être le même père que mon père, honnêtement. C'est beau. Ouais. Toi qui connais Valéria, donc depuis 9 ans que vous êtes ensemble maintenant, tu penses qu'elle sera quel genre de maman? Franchement, je sais pas. Je m'imagine deux Valéria différentes quand elle sera maman. J'ai soit la Valéria maman poule ou soit la Valéria un peu plus stricte que moi, parce que moi je sens que je vais être très laxiste sur ce point de vue-là. Et j'ai l'impression que quand elle va être enceinte, quand elle va développer cette relation avec notre enfant, les hormones vont changer. Elle va avoir cet instinct maternel qui va commencer à rentrer. Hein. C'est complètement une imagination que je me fais. Je ne sais pas ce que c'est d'être enceinte. Mais je pense qu'elle va vraiment changer quand l'enfant va naître. En tout cas, c'est le ressenti de beaucoup de mamans. Il y a tellement je sais pas, de choses qui se créent avec l'enfant que finalement, il y a l'instinct maternel qui intervient. Et j'ai l'impression que cet instinct maternel va beaucoup influencer sa manière d'être en tant que maman. Vous pourriez participer à une émission une fois que vous serez parents, type Maman et célèbre? Je me suis posé la question et je suis incapable de te répondre. Je suis incapable de te répondre. C'est bienveillant. C'est bienveillant, mais est-ce que tu as envie de ne pas laisser le choix à ton enfant de passer à la télévision? Ah, ça c'est une autre question. Mais c'est la question numéro 1 pour nous. C'est la question numéro 1. Qui je suis pour ne pas laisser le choix à mon enfant de passer à la télévision? Outre, je sais absolument pas te dire. Ça se trouve, on va se dire, oh, c'est super bénéfique, c'est bien, notre enfant, il va être fier. C'est un espèce de plus pour lui que, je sais pas, papa et maman ont fait une télé avec moi dedans. Il va peut-être voir ça comme, c'est cool que mes parents, ils aient fait ça. Mais si derrière, il se braque et il se dit, mais pourquoi ils m'ont imposé ça? Ben, on se prend le revers de la médaille, en fait, sans qu'il ait son mot à dire. Tu t'en voudrais? Non, parce que j'arriverai à lui expliquer, mais je me sentirais coupable d'avoir fait quelque chose qui finalement n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est bon au final, tu vois? C'est pareil, est-ce que c'est bien? Est-ce que toi, réponds-moi, est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien de faire Maman est célèbre? Moi, tu veux vraiment? Ouais, je veux vraiment ton la avis. réponse. Moi, je pense que c'est ce qu'on accepte aussi de montrer. Et je pense qu'en tant que parent, on est garant de l'image de son enfant. Et je pense que si je deviens père, ce que je souhaite un jour... Bientôt. Voilà. Bientôt, je sais pas. Mais en vrai, peut-être dans 3 ans, 2-3 ans. Tu vois, t'es comme moi, tu te fixes des trucs alors qu'il ne faut pas que tu penses. Ouais, c'est vrai. Oui, mais moi, c'est encore différent. Moi, j'ai des démarches différentes à faire, Ouais, mais c'est de par ma question de sexualité, volonté, je pense. etc. Mais c'est qu'une question de Tu vois. volonté. Mais pour te répondre, je pense qu'en tant que parent, le parent est garant de l'image qu'il accepte aussi de montrer de son enfant et sous quel prisme il est OK qu'on le voit ou non et dans quelles conditions et dans quelle situation aussi il veut qu'on le voit ou non. C'est donc aux parents à poser leurs propres règles pour être le plus en adéquation avec leur façon de vivre. Je suis totalement et d'accord avec toi. avec ce qu'ils pensent être bon. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, le bon, le mauvais, c'est... C'est libre à chacun d'en décider. Ouais. Exactement. Ça va, je t'ai répondu? Bien sûr. Bon. Deuxième question, ça m'a. T'en as une autre? Non, je rigole. Non, mais c'est intéressant, je trouve, Bien sûr. de parler de tous ces sujets. Et puis tu te poses des questions, t'as pas forcément les réponses. C'est exactement ça. Je suis comme tous les gens qui regardent, que ce soit tes émissions ou même dans la vie, je pense que c'est des questions fondamentales. Combien il y a de personnes qui ont peur d'avoir des enfants et qui se disent je veux pas être à la hauteur? Combien de personnes? Moi, je suis en train d'écouter des livres audio avant de dormir, comment être un bon père, quoi. Et ensuite, je fais ma propre salade en jugeant, bon, bah ça, c'est bien ce qu'il dit, ça, c'est pas bien. Et j'essaie de m'approprier, mais je sais pas, j'ai mine de rien une peur de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir la même aura que moi j'ai mon père? Est-ce que mon fils aura la même aura pour moi? Tu vois, c'est... Est-ce que tu te compares à ton papa? Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui m'a élevé avec ma maman, bien sûr. Je sais que j'ai pris des points positifs de ma mère, des points positifs de mon père. Et la salade, c'est moi. Mais j'ai aussi pris des points négatifs de ma mère, des points négatifs de mon père. C'est pareil. Comme tout le monde. Comment vont tes parents? Mes parents vont très bien. Ils sont en Ukraine? Alors non, mes parents sont en France. C'est les parents de Valéria qui étaient en Ukraine qui sont arrivés en France depuis maintenant
1 an et demi, depuis maintenant 18 mois. Parce que la guerre a commencé il y a 19 mois. Exactement, Entre-temps, 19 mois maintenant, exactement. selon le New York Times, il y a eu 300 000 morts, 120 000 blessés russes, 190 000 blessés et 70 000 morts ukrainiens, toujours selon le New York Times. Chiffre officiel. Ouais, pourquoi tu dis chiffre officiel? Parce qu'on a des sources, mais que ce soit des canaux Telegram, que ce soit la propagande russe, la propagande ukrainienne. Attention, il y a deux propagandes. Les chiffres, on ne les saura jamais en fait. On ne pourra pas recenser les milliers de morts qu'il y a eu. Donc soit ils minimisent d'un côté, soit ils maximisent de l'autre. Et que ce soit du côté ukrainien et russe, les chiffres, on ne les aura pas. Et comment ça s'est passé avec les parents de Valéria? Parce que je sais qu'ils ont quitté l'Ukraine, ils sont venus vivre en France donc il y a 18 mois. Vous les avez, enfin c'est recommencer une vie en fait. Hein. Totalement. C'est oublier une identité, enfin oublier non, mais c'est abandonner une identité, un ADN, des racines, ton cœur il reste là-bas et vous les avez aidés comme vous avez pu à trouver du travail, à trouver un logement. Comment ça s'est passé, même la cohabitation au début? Alors, tu sais, avant de discuter même d'enfants avec Valéria, moi j'avais un objectif, c'était de faire venir les parents de Valéria en France. C'était un objectif que je me suis fixé parce que je ne peux pas voir que mes parents vont profiter de notre enfant et les parents de Val, ils le verront beaucoup moins. Ça me paraissait être un indispensable. Aujourd'hui, la circonstance de la guerre a fait que on voit le bon côté des choses, c'est qu'ils sont ici. On a réussi à les accueillir. C'était la première année, les premiers 6 mois étaient extrêmement compliqués. On avait notre appartement personnel avec Valéria en travaux, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de porte. On n'avait pas de porte dans l'appartement. Les toilettes, la douche, les chambres, il n'y avait aucune porte dans l'appartement. Donc intimité, autant dire zéro, mais que ça soit pour faire popo, que prendre une douche ou tout ce qui se passe dans une chambre. Et surtout, il y avait le stress. Ça veut dire qu'on regardait les infos 24/24. Les parents de Val, ils n'ont ni la langue, ils ont une expérience professionnelle qui n'est pas applicable en France. Donc on était là en disant, moi j'ai un objectif, c'est essayer de leur trouver un appartement pour une indépendance totale. Mais pareil, les garanties de loyer, comment on fait pour faire tout ça? Ils ne peuvent pas. Et surtout, ils n'ont pas l'argent pour payer un logement à côté de Monaco ou autre, où les loyers sont relativement plus chers qu'au centre de la France. Donc c'était une année très compliquée, on était dans un stress, on dormait mal, c'était très très dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'on a trouvé les solutions. On avait un problème, on s'est dit il faut qu'on trouve la solution. Aujourd'hui, les parents de Val, ils travaillent pour moi, ils sont concierges dans les 2 immeubles qu'on a aux portes de Monaco qui font uniquement de la location courte durée. Parce que toi, tu es dans le domaine de la location, c'est dans la gestion locative? Pas du tout, à la base je suis marchand de biens et avec des partenaires, on a acheté 2 immeubles aux portes de Monaco et on fait de la location très courte durée et on a énormément, on a plus de 4000 réservations par an, on a un trafic qui est colossal et j'avais besoin de personnes pour gérer ce truc-là. Donc on a dit quoi? On a dit les parents de Val, ils vont tout gérer, tout simplement. J'ai réussi à déléguer à 100% cette part d'activité qui était très dure. Et donc aujourd'hui, ils se débrouillent parfaitement bien. Ils ont un salaire qui leur permet de payer un loyer. Ils ont de l'argent. Ils ont acheté une voiture. Je veux dire, on a réussi à trouver une situation calme, posé pour eux. Et c'est formidable. Et ça nous conforte encore plus en le disant, c'est bon, là, on est prêt à faire un enfant. Les parents de Val sont là, ils ont un toit, ils ont un travail. Et toutes les étoiles s'alignent pour que nous, on passe à l'action. Tu m'avais dit que tu le connaissais, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Exactement, bien sûr, on le connaît personnellement. Il faut savoir que mon papa, c'était un ancien sportif de haut niveau. Dans le volley? Dans le volley. C'était le premier Ukrainien à être venu jouer en France après la chute de l'URSS, dans les années 91. Et chaque année, en famille et avec plein d'autres amis ukrainiens, on avait la tendance à partir au festival du rire, mais ukrainien, dont Zelensky était l'animateur numéro 1. Voilà, avec toute sa troupe. C'est l'équivalent du Marrakech du rire, sauf que c'est sur une semaine avec que des Ukrainiens. C'était combien de temps avant qu'il devienne président de l'Ukraine? Pendant 6 ans, on faisait ça. C'était nos vacances à nous, quoi. Il y en a, ils partent au camping, nous, on partait là-bas. Et on a créé une véritable relation avec Vladimir. Une relation amicale, c'est-à-dire que mon père, il a continué à le voir après, j'avais son numéro de téléphone dans mon téléphone, voilà, c'est quelqu'un que je connais, qui me connaît, avec qui on se tutoyait. C'était vraiment une relation
une relation amicale. Comment tu voyais l'homme qu'il était avant qu'il soit président, quand il était dans le divertissement? C'est la même personne, rigoureuse, disciplinée, pas traître, sincère. Franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là, de par son parcours, pas politique, mais son parcours personnel. Il a vécu, il a monté ses troupes, il a fait des choses extraordinaires, remarquables, et c'est une personne droit dans ses baskets, c'est une personne sincère. Et on le voit aujourd'hui, il y a plus d'un président sur deux qui serait parti, tout simplement, qui aurait lâché le pays en pensant à son bien-être personnel, en prenant amis et famille et en quittant le pays. Donc aujourd'hui, il l'a pas fait. Est-ce qu'avant que Volodymyr Zelensky devienne président, donc quand tu le connaissais, est-ce que tu ressentais une ambition particulière, forte? Bien sûr, son entourage proche, on comprenait. Alors il faut savoir qu'il a lancé une série où il joue le rôle d'un président. Un an avant sa campagne officielle. Donc nous, à partir du moment où il avait lancé ça, et tout son entourage proche nous faisait comprendre que voilà, il va faire les élections. Par contre, on n'aurait pas mis une pièce sur le fait qu'il soit élu. Mais sa campagne, elle a tellement bien marché, il y a tellement de personnes qui se sont identifiées à lui qu'aujourd'hui, il a été élu président. Et je suis très heureux que ce soit lui qui soit à la tête de l'Ukraine et qui gère les armées et les équipes... toutes les armées de cette manière-là. Attention, il y a beaucoup de points négatifs en Ukraine, mais aujourd'hui, on peut avoir que du respect pour cette personne. Qu'est-ce que tu penses justement de sa présidence? Qu'est-ce que tu penses de sa gestion de la guerre? Qu'est-ce que tu penses de ses relations aussi qu'il a avec l'international, avec les hommes d'État? Qu'est-ce que je pense? Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle a de l'armement pour se défendre grâce à l'aide des pays d'Europe, que ce soit les États-Unis ou la France ou d'autres pays. Oui, ils demandent de l'argent, ils demandent de l'armement, mais pour se défendre. Parce que s'il n'a pas cet armement, s'il n'a pas ces défenses, il peut y avoir le drapeau de la Russie au sommet de Kiev. Aujourd'hui, tout ça, c'est dû à l'aide des autres pays, mais aussi à la mobilisation de tous les Ukrainiens qui sont là pour défendre leur pays. Qui est incroyable, Moi, je pense que sa gestion est très bonne. Maintenant, bien sûr qu'on peut le critiquer. Demander de l'argent tout le temps, demander des armes tout le temps, c'est sûr que ça peut être critiquable. C'est Elon Musk qui a fait une blague peut-être mal placée, tu me le diras toi-même. Donc Elon Musk, il est devenu le propriétaire de X, anciennement Twitter. Il a fait un tweet avec un montage photo du président ukrainien accompagné d'une légende jugée moqueuse, disant « Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas demandé des milliards de dollars ». C'est très juste. D'aide. C'est très juste, c'était très drôle et on voit la force d'impact de Elon Musk. Hein. C'est je ne sais pas combien de milliers ou de millions de retweets. Bien évidemment, c'est une caricature de la situation actuelle. On ne peut pas la nier. On ne peut pas la nier qu'aujourd'hui, il parle en milliards d'euros d'armement. Le budget de la guerre, c'est quasiment 50 millions du côté russe par jour. C'est énorme, une guerre au point de vue économique, c'est énorme. Il y a énormément de personnes qui gagnent un pognon monstre autour de ça. Et bien évidemment, il demande de l'argent, lui, c'est pas pour s'enrichir personnellement, il le demande pour défendre son pays. Et toi, quand tu tombes sur un tweet comme ça d'Elon Musk, ça te refroidit, ça te fait rire, tu trouves ça indécent? Moi, ça me fait sourire parce que d'un autre côté, c'est drôle ce qu'il dit, mais c'est vrai. Il y a une certaine réalité dans son tweet. C'est qu'aujourd'hui, il demande de l'argent. Il demande de l'argent, mais pour défendre son pays. Et alors, il y a les gens qui vont le percevoir d'un premier angle en disant « Ah, c'est vrai, il demande de l'argent, c'est négatif, c'est pour continuer la guerre, etc. » Alors que, en fait, c'est simplement pour se défendre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait combien de temps que tu n'as pas participé à une émission de télé-réalité avec Valéria? Quelques mois, hein? La dernière, ça a remonté... Ah non, ça a remonté quasiment à... Il y a un an, ça fait... c'était les 50. Non, c'était les apprentis aventuriers. Ah oui, c'est vrai que ça arrivait après les 50. Ça arrivait après, ouais. Comment t'as vécu cette aventure? T'avais déjà fait une émission d'aventure avec la bataille des couples, c'est différent? Alors, c'est différent et je pense qu'avec Valéria, on fait des télé-réalités pour avoir ce côté sensation forte, ce côté on sort complètement de notre quotidien, on profite d'une expérience que peu de personnes ont la chance de vivre. Là, on se retrouve sur une île déserte où on mange pas et on est en binôme avec mon binôme phare Valéria. Et ouais, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle épreuve, c'est une nouvelle aventure et c'est un kiff monstre. Nous, on prend énormément de plaisir à participer à ce type d'émission parce qu'on sort de notre quotidien. Mais c'est pas dur pour vous, étant donné que psychologiquement parlant, dans votre façon
d'appréhender la télé-réalité. Vous n'êtes pas forcément sur le même chemin de 90% des autres candidats. Tant mieux. Tant mieux, il faut tout pour faire un monde. Tant mieux, on n'a pas besoin de s'exprimer tous les jours sur les réseaux. Je pense qu'on n'a aucun bad buzz ou aucune mauvaise histoire qui nous suit ou qui nous colle au basque. On s'aime, on est franc, on est droit dans nos baskets, on aime jouer, on est stratège. On prend cette aventure comme elle nous vient. Toi, parfois pointé comme étant trop stratège. Bien sûr, je l'assume, mais dans les apprentis aventuriers, je me la suis bien prise à l'envers. Donc c'est Par qui ? Par Anthony Matteo qui a fait un super bon jeu, par Jessica et Fanny qu'on pensait être alliées mais finalement elles ne l'ont pas été, mais c'est pas grave, c'est le jeu, des fois on gagne, des fois on perd, il faut savoir, il faut apprendre à être vaincu quand on est vaincu. Moi, je me souviens de la bataille des couples. Il y en avait beaucoup, rappelle-toi, à l'époque où ça s'appelait Twitter, qui disaient que tu étais trop dur, même parfois avec Valéria, que tu voulais trop la pousser. Parfois, enfin, elle disait même, non, toi-même, tu avais dit que tu avais eu peur qu'elle meure à un moment donné. Totalement. On sait que ça soit dans toutes les émissions, je pense que je mets une pression énorme à Val. J'en suis conscient, mais c'est une pression, je pense, qui est positive. Ça veut dire que j'essaie de la motiver avec mes mots. Il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais de mauvaises paroles. C'est simplement de la motivation, de la détermination que j'ai besoin d'extérioriser et que j'espère, elle va capter, mais de manière positive. Donc je suis comme ça, c'est ma manière d'être. Peut-être elle m'aime pour ça, mais je suis comme ça, je ne changerai pas. Et ouais, c'est vrai que dans la bataille, j'ai mis énormément de pression à Val. Même quand je prends du recul, quelquefois c'est justifié, mais en fait on veut bien faire. Donc moi c'est une pression pour bien faire, pour gagner. Et quand on fait quelque chose, on pense qu'à la gagne. On pense qu'à ça. Elle est sportive de haut niveau, Val, j'ai été sportif de haut niveau. On pense qu'à gagner. Nous, participer, ça ne nous intéresse pas. Il y en a, ils font de la télé, c'est pour participer. Nous, c'est pour gagner. Niveau professionnel, donc là, tu es toujours dans les biens immobiliers. Toujours. Achat, revente. Toujours. C'est ça. Toujours. Valéria, toujours dans les pierres précieuses. Toujours. Dans les bijoux. Toujours. C'est quoi vos projets sur les mois à venir, professionnellement ? Alors professionnellement, moi ce que j'ai à dire à titre personnel, c'est qu'on trouve un fonds d'investissement qui rachète les 2 immeubles qu'on a en garantissant une gestion locative. Et Valéria, elle a pour ambition d'ouvrir un fonds d'investissement dans les pierres précieuses où les personnes peuvent investir dans sa structure et avoir un retour sur investissement moyennant 10-15% en fonction du montant qui est émis. Donc elle a envie de créer un fonds où elle met en garantie des pierres et elle permet de faire des acquisitions de beaucoup plus de pierres, mais je pense que Val en parlera mieux que moi sur ce sujet, mais c'est comme ça qu'elle va tourner. On est en train de discuter avec un avocat pour essayer de bien combiner cette idée. Et personnellement, on l'a compris, tout ce qu'on vous souhaite en 2024, c'est de devenir des heureux parents. Parce que vous l'avez décidé. Merci beaucoup, Sam. Franchement, ça nous touche et on essaiera d'être les meilleurs parents du monde. Merci à toi, Maxime, Merci, pour cette interview. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, c'est tout simplement Merkoutchenko. Voilà. Merci, Sam. Je te laisse conclure de la façon dont tu le souhaites. Regarde, ta cam, elle est là. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences, j'espère, en toute intimité. Et d'ici là, vous prenez soin de vous. Merci infiniment de nous avoir écoutés. C'est toujours un réel plaisir d'être ici chez Sam. Et on espère vous revoir dans de la prochaine vidéo.